coup, on fait une pause à midi. Je dois l'avoir quelque part. Mais t'inquiète. Tu restes là à midi, toi? Non, tu pars? Je pars à midi. Ouais. Est-ce qu'on peut manger ici, c'est ça? Non, sinon je vais aller à FMK. Mais il y a un micro-ondes ici? Ouais, non, mais pas, sinon... Mais je crois savoir où c'est, parce que quand j'ai fait passer le... Ah oui, pour un badge. D'accord. On fera ça, alors. Ok. Allez, on va fermer les portes. Alors, bonjour à tous. Donc, ça va être la journée où on supporte ou pas, hein, en gros. Donc en gros, bon, je suis navré, mais en décembre, j'ai pas pu venir parce que à Paris, on ne vit plus depuis 1 mois et demi, donc voilà. Et à l'époque, il y avait vraiment pas de TGV, donc j'avais pas pu descendre. Donc du coup, on se retrouve à se voir beaucoup aujourd'hui. Alors, au départ, d'ailleurs, je continue à m'interroger un peu sur le déroulé de la journée pour pas que vous implosiez, donc ou que moi aussi, éventuellement. Parce que à la base, en décembre, quand on devait se voir, on avait 2 heures pour terminer les horaires impartis au premier semestre, 1 heure de révision, et après on basculait sur le deuxième semestre. Donc c'est toujours la même problématique aujourd'hui, excepté que la nouvelle donne, c'est que dans tous les cas, c'est pas très important, puisque si par le plus grand des hasards je devais tomber au prochain semestre, compte tenu quand même d'un nombre d'heures très conséquent, dans tous les cas, à partir du moment où l'heure de révision, je peux vous interroger sur les deux. Donc, chose qui me semble assez logique, surtout que bon, on était en plein milieu du chapitre d'introduction générale au droit, et que déjà, quand j'étais pas au courant de ça en décembre, j'avais du coup prévu de suspendre le cours sur l'introduction générale au droit pour le basculer sur le deuxième semestre, la suite en tout cas, et du coup vous faire un autre cours pour clore le S1, qui me semblait peut-être un peu moins important. Donc, vous voyez où je vais en venir, c'est-à-dire que là, on a un déroulé de la journée finalement qui est assez libre, même si effectivement, officiellement, il y a 2 heures de la journée aujourd'hui qui sera sur du S1, mais comme moi, j'ai finalement, voilà, je peux vous interroger sur l'intégralité, ça pose déjà un peu moins de problèmes d'organisation. Donc au final, la question, elle est un peu différente maintenant, elle est comment organiser notre journée pour qu'on puisse tenir, tout simplement, sachant que dans cette journée-là, je vous ferai 2 heures d'un cours qui n'est pas le plus... quoique même pas vraiment un cours, qui n'est pas le plus facile ou le plus entraînant, mais qui est vraiment obligatoire pour vous, dans le sens où ça va être la lecture de la convention que vous allez signer avec la CPAM dès que vous serez diplômé, donc dans très bientôt. Et cette convention qui a eu plusieurs avenants, et notamment là, bon, il y a eu l'avenant 6 qui est très court, parce qu'en fait c'est juste un correctif de l'avenant 5. Mais l'avenant 5, c'est l'intégralité de la convention finalement qui a été quasiment réécrite. Donc, ça va prendre à peu près 2 heures. On va le lire en gros ensemble. On essaiera d'expliquer ce que vous comprenez pas. Et même si normalement j'ai pas le droit de le dire, mais je ne vous interrogerai pas sur ça. Donc en gros ces 2 heures-là, soit on les garde pour la fin de journée, en disant que de 17 à 19 vous en pouvez plus, et on fait ça. Soit on scinde un peu la journée pour que... alors je dis pas ça pour que vous vous barriez tous non plus. Parce que... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas pour faire le relou. Non, mais c'est pas pour faire le relou, c'est juste que, en revanche, c'est sur cette convention-là, c'est votre contrat en fait de travail. Donc, ça sera, si vous voulez, c'est quand même important
d'en avoir entendu parler et de la lire, parce que quand vous allez vous faire embêter par la Sécu, c'est sûr, d'après ce texte-là. Et la majorité des kinés que je vois passer moi en commission après, c'est sur ça, c'est parce qu'ils l'ont jamais lu, ils l'ont jamais... Et du coup, ils sont perdants à chaque fois, en fait. Puisque c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous dise « Non mais attendez, vous n'avez pas lu votre contrat de travail, en fait, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est ça qui est marqué sur votre contrat et vous l'avez signé, puisque vous la signerez, en fait. » Donc... voilà, je vous dis ça, je ne disais pas ça pour que tout le monde se barre à 17h. D'accord ? Ou alors vraiment tout le monde à ce moment-là, comme ça je peux rentrer chez moi, mais ne restez pas à deux. D'accord ? Non, je plaisante, mais c'est vraiment important. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, si on part un peu sur ce principe-là, après on peut de toute façon le moduler un peu dans la journée. Parce qu'il reste quand même un gros morceau de l'introduction générale au droit, et notamment justement la différence entre les différents droits. On était d'accord que la dernière fois, on s'était arrêté à la fin, en gros, de la jurisprudence et qu'on n'avait pas fait les personnes encore. Meuble, immeuble, on l'a fait ? D'accord. Bon, de toute façon, on a été là, alors. On avait fini ça ? Alors, attendez. Parce que peut-être que j'ai mal calculé. Alors, il en reste peut-être un peu moins. Productivité. Oui, le grand 3, du coup. D'accord, voilà. Ok. Ouais, non, c'est à peu près là où je pense. Je savais plus si on avait fait la production du droit. Donc là, au départ, on va repartir quand même sur les points importants de ce qu'on a vu la dernière fois, puisque ça commence à être assez loin. Voilà, après vous interpréterez comme vous voulez les points importants. D'accord ? On va repasser très rapidement. Alors en plus, j'y vois rien sur cet écran. Donc, si on reprend un peu, là vous y voyez suffisamment. Je peux regarder les petites fenêtres sur le côté. Donc voilà, la première chose qu'on revoit pour que vous vous souveniez un peu des choses importantes, c'est tout simplement la définition de la règle de droit, donc qui est habituellement définie comme une règle de conduite dans les rapports sociaux, qui est générale, abstraite et obligatoire, et donc la sanction est assurée par l'autorité publique. Elle est générale, pourquoi ? Puisqu'elle est censée être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle est obligatoire parce qu'il existe une sanction si organisée par la société dont l'État dispose donc du coup de ce pouvoir de contrainte pour l'imposer. Elle peut être préventive ou répressive, la sanction. Alors après, aussi dans cette heure de révision, c'est aussi, si certains ont déjà travaillé le cours, alors peut-être que certains l'avaient travaillé pour le premier semestre, est-ce que si vous avez des questions aussi, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Et alors, le rôle de la règle de droit, alors ça par exemple c'est des choses qui tombent assez souvent. Alors si je venais à tomber sur vos copies, quand il y a marqué cité, c'est cité. C'est-à-dire que j'attends pas que vous me développiez tout. D'accord ? Normalement, de toute façon, vous le voyez en fonction des points que j'attribue aux questions et des tirets, de l'espace entre les tirets que je mets. Quand je mets cité, c'est cité. Quand je mets donc du coup par contre expliquer ou etc. Là, j'attends justement des explications. D'accord ? Donc après, j'ai pas changé. Alors vous, je vous ai eu en... Non, je vous avais pas eu en quand je vous ai eu en TD, mais pas en cours magistraux. Donc vous avez jamais eu encore des copies que je pose. Généralement, je fais moitié rédactionnel, moitié QCM. Moitié, ça veut pas dire moitié des points, mais en tout cas, il y a toujours une partie de QCM qui est censée rattraper ceux qui ont travaillé sur l'intégralité du cours, mais qui pourraient avoir fait un impasse ou deux et qui du coup tomberaient sur des questions qui les inspirent un peu moins. D'accord ? Alors, généralement en K4, j'ai pas trop de problèmes. Je n'ai pas trop de gens au rattrapage. D'accord ? K1, c'est autre chose, j'ai la moitié de la promo généralement, donc c'est un peu différent, mais... donc, le rôle de la règle de droit. Donc, organiser. C'est organiser la société par un tissu de rapports juridiques. On avait vu les rapports entre les personnes, les actes, les biens.
les comportements qui peuvent du coup aboutir sur des sanctions, tout simplement pour que ce soit pas le bazar dans tous les sens. D'accord ? Sinon, chacun ferait ce qu'il voudrait, il n'y aurait pas de règles d'organisation, et donc du coup, parce que je touche le stylo en premier, il serait à moi, parce que voilà. Donc du coup, en gros, ça veut dire ça, c'est un peu caricatural. Son deuxième rôle, c'est d'imposer. Donc ça, c'est généralement l'interprétation que tout le monde en fait, c'est-à-dire que quand on parle de droit, on voit plutôt le côté punitif et répressif que finalement le droit au sens sémantique du terme. Or, pourtant, c'est vraiment le juste équilibre entre les deux. D'accord ? C'est qu'on a énormément de droits, mais pour que ces droits soient pérennes, forcément, il doit y avoir aussi des interdictions par ailleurs. Il est donc impossible d'y déroger par une manifestation de volonté contraire, donc effectivement, ça on l'avait vu, c'est-à-dire que si vous avez envie, ne serait-ce sans tuer, mais de taper votre voisin parce que il ne vous revient pas, vous n'avez pas le droit, par exemple. Donc voilà, il y a plein d'exemples très faciles sur ça. La troisième rôle de la règle, c'est donc de proposer, c'est-à-dire proposer cette règle de conduite qui finalement, donc du coup, se rapproche assez de du premier rôle qui est d'organiser. Donc plusieurs modèles de conduite entre lesquels les intéressés peuvent choisir, avec donc cette notion de loi supplétive, qui peuvent donc du coup, on va dire, être des petites parallèles, avec un choix quand même à faire entre les différentes contraintes. Et enfin, exprimer, donc, notamment parce que au plus haut de la pyramide, puisqu'on l'a déjà vu de Kelsen, qui est où se situe notre Constitution, il y a notamment tout ce qui est préambule de la Constitution, déclaration des droits de l'homme, etc. D'accord ? Donc c'est finalement l'expression d'objectifs, tendre vers, donc du coup, une certaine liberté, une certaine idée de ce qu'est la vie en société. Alors, ça, on va pas le revoir. Objectif et subjectif. Non, je ne vous embêterai pas sur ça. Ça aussi. Ça, par contre, voilà. Donc, l'organisation de l'état de droit en France, c'est donc 3 différents pouvoirs. Donc ça, on l'a vu la dernière fois déjà. Donc effectivement, généralement, ceux qui sont ici ce matin, c'est ceux qui étaient déjà là en novembre. Donc bon, ça va faire un peu redite. Et surtout, c'est des choses normalement que vous avez vues dès peut-être le primaire. Donc bon. Un premier pouvoir qui est le pouvoir exécutif. Donc il met en œuvre les lois et conduit donc la politique nationale, il dispose de l'administration et de la force armée, et donc il est exercé en premier lieu par le président de la République, par le gouvernement, par l'intermédiaire du Premier ministre. Bon, ça c'est relativement simple à voir en ce moment, notamment par rapport justement au contexte social actuel et au conflit social qu'il y a, dont vous êtes plutôt un peu à l'abri à Montpellier, j'ai l'impression. Mais voilà, on voit bien que donc, du coup, tout ce qui vient d'en haut actuellement, donc du pouvoir exécutif, est rejeté par en tout cas une partie de la population, et donc se crée donc un conflit important. Alors, là où c'est assez pas surprenant, mais c'est que là, je ne sais pas si vous êtes certains se sont intéressés donc du coup au conflit actuel sur la loi sur les retraites. L'énorme majorité des grévistes, en tout cas, ou de ceux qui manifestent, sont des personnes de la fonction publique, et notamment, dont du coup, on pourrait... Il y a de la fonction publique d'État, et la fonction publique d'État, c'est l'administration. Donc, effectivement, là, il y a aussi un conflit entre, finalement, l'administration et sa tutelle, qui est le gouvernement et le président de la République actuellement. Donc voilà, on verra bien où ça mène, hein. Ça a l'air de se calmer un peu quand même. Le pouvoir législatif, donc lui, il est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif, forcément. Ça, c'était Montesquieu qui avait dit que chaque pouvoir devait se neutraliser entre eux. Il est exercé donc par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux
forme le Parlement, et le Parlement, quand il se réunit en congrès à Versailles. Et notamment, il doit être réuni, on le reverra, mais il doit être réuni si on veut faire passer une loi constitutionnelle. Si on veut modifier la Constitution ou rajouter quelque chose à la Constitution, 2 voix seules sont possibles. Réunir le Parlement en congrès à Versailles et avoir, pour la majorité, on va dire, des lois, les 3/5 du Parlement, ou sinon faire passer une loi référendaire. Donc le référendum a une valeur constitutionnelle. Enfin, le pouvoir judiciaire. Alors le pouvoir judiciaire, encore une fois, là, on voit aussi que normalement, ils sont censés être totalement indépendants. Mais là, actuellement, par exemple, le seul grand corps, on va dire, privé libéral, qui est actuellement en fronde contre le gouvernement pour la loi sur les retraites, c'est justement le pouvoir judiciaire, ou en tout cas une partie de ce pouvoir judiciaire représentée par les avocats. Pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu à l'actualité, ils ont jeté leur robe au pied de la ministre, etc. Bon, ça c'est leur côté un peu diva, non je plaisante. Mais voilà, c'était... donc voilà, c'est... bon, parce qu'ils sont assez impactés par la loi, là. Eux, puis ils sont au premier plan pour la comprendre, la loi. La majorité des gens ne la comprennent pas, donc... bon, eux, normalement, comme ils sont censés l'interpréter, ils la comprennent plutôt bien. Et donc, ils ont vu tout simplement qu'ils allaient payer le double de cotisation mensuellement. Donc, ils font un peu la gueule. Donc, le pouvoir judiciaire, il est composé de l'ensemble des juridictions qui vont du Conseil constitutionnel au juge de proximité. Alors, il y a une partie qui ne peut pas vraiment, dans le pouvoir judiciaire, faire grève actuellement, qui est justement la partie étatique. C'est-à-dire que dans la grande famille judiciaire, vous avez d'un côté donc tout ce qui est avocats, etc., qui vont plaider, qui eux sont des professions libérales, généralement. Il y a des avocats salariés, mais ils sont salariés de cabinets libéraux. Et après, vous avez toute la magistrature de l'autre côté, qui sont eux des carrières. Ils ont fait donc l'École nationale de la magistrature, l'ENM, qui est à Bordeaux. Et donc eux, ils sont soit juges, soit procureur de la République, etc. Et donc du coup, eux, c'est compliqué parce que leur boss direct, c'est le ministre de la Justice. Donc, alors après, ils ont quand même, je pense, droit de grève, hein, j'ai jamais trop... mais dans tous les cas, voilà, c'est un peu plus complexe. Mais sauf qu'il suffit que vous avez d'un côté et de l'autre côté, mais il suffit qu'il y ait un des 2 côtés qui bloque pour que, là, actuellement, s'il n'y a pas les avocats, il y a beau avoir, après, au niveau des tribunaux, tout qui fonctionne, il n'y a pas de procès, et si c'était l'inverse, bon, ça serait pas possible aussi. Donc hier, j'ai un camarade à vous de K1, où je donnais un cours sur le code de la santé publique, qui, après, pendant la pause, me demandait, mais comment ça se fait que les kinés n'aient pas réagi à ces réformes des retraites? Alors, c'est très complexe. On a tous du mal à avoir une visibilité. La grosse différence, déjà, c'est que nous, on a déjà, dans le système actuel, une retraite de merde. Donc, on se dit qu'on peut guère aller plus bas. Parce qu'il y a quand même un énorme gap actuellement entre ce qu'on peut gagner quand on travaille normalement, sans parler des passements d'honoraires et tout ça, mais quand on travaille normalement en kiné, notamment quand on est jeune diplômé, on gagne très bien sa vie pour quelqu'un entre 23 et 25 ans, on va dire. Par rapport à d'autres qui ont fait... moi j'ai plein d'amis qui sortent bardés de diplômes, d'HEC, etc., mais leur premier job, ils gagnent clairement moins que ce que vous devriez gagner si vous travaillez correctement. Mais il me disait, et donc du coup on a du mal à voir, après ça, il faut diviser par 3 ou par 4 entre les revenus que vous aurez tout au cours de votre vie et ce que vous aurez à la retraite. Donc c'est à vous après de peut-être trouver des montages, notamment, généralement on dit que notre gros avantage des professions médicales, c'est que on peut par exemple acquérir nos locaux professionnels, d'accord, en les achetant, vous les déduisez de vos charges. Donc au final, on y gagne, ce que peuvent pas par exemple faire des avocats. La majorité des avocats ne sont pas propriétaires de leur mur et souvent sont salariés du cabinet où ils travaillent. Salarié, c'est du salariat déguisé, c'est-à-dire que c'est les coordonnées les moins bien chaussés. Ils ont un fixe, mais ils sont profession libérale, donc ils n'ont aucun avantage du salariat, genre congé mater, etc. Ça, ils ne l'ont pas.
ils sont obligés de prendre une complémentaire santé à côté comme nous, donc plein pot, pas du tout payé par le truc, mais en même temps, ils ont un fixe, travaillent pour le cabinet, ils sont censés avoir juste le droit de développer leur clientèle à côté, sauf que généralement ils n'ont jamais le temps, donc puisqu'on leur donne beaucoup de travail, et donc du coup ils le font jamais. Donc bon, ça c'est un peu... pour vous, donc du coup, et donc ils me demandaient, mais comment ça se fait que les kinés ne soient pas rassemblés? Alors déjà, c'est une profession qui est très compliquée à rassembler, notre profession. Tout simplement parce que, comparativement par exemple aux infirmiers, ou même aux médecins, on a un pourcentage d'exercice libéral colossal, 90% quasiment. Donc déjà, voilà, c'est compliqué. La syndicalisation est extrêmement faible, comme à peu près dans tous les métiers. Et il me dit oui, mais bon, et donc il me prenait l'exemple des avocats. Mais les avocats, en fait, la différence, c'est que leur travail les amène en permanence à croiser leurs confrères. Ils ont un lieu où ils vont bosser, qui est le tribunal, et où ils vont se croiser tous, et donc il y a un lien qui se crée. Nous, on est vraiment la profession où on est chacun dans son cabinet, idéalement dans des cabinets de groupe si vous voulez voilà, partager un peu autre qu'avec vos patients, mais en gros c'est la tête dans le guidon, et justement ce lien social professionnel il disparaît peu à peu généralement, et on le voit bien, moi on est en président donc le syndicat à Paris, etc. On arrive, quand on fait vraiment des soirées très ciblées, scientifiques en fait, en ayant d'excellents intervenants scientifiques à fédérer un peu des gens, mais qui redisparaissent tout de suite après en fait, d'accord, parce que le modèle de travail que l'on a ne nous permet pas vraiment. Donc du coup, ben, quand il y a des conflits sociaux comme actuellement, c'est très compliqué de fédérer. Et il y en a certains qui m'ont dit « Ah oui, on a vu trois vanguardes de kinés dans les cortèges. » Bon voilà, c'était vraiment très à la marge. D'accord, les médecins là commencent à se réveiller, et eux par exemple auront un impact. Alors déjà ils ont une image sociétale très différente de la nôtre, beaucoup plus importante, mais à la limite ça les fait être aussi plus détestés que nous aussi par une partie de la population. Donc voilà, mais c'est compliqué en tout cas voilà, de fédérer notre profession derrière des causes communes. Et d'où la très grosse difficulté politique de la faire évoluer même. Elle a beaucoup évolué, vous êtes la deuxième promotion en K4. Déjà, bon voilà, c'est une grosse victoire, etc. Mais politiquement parlant, on n'était pas très loin d'obtenir l'accès aux soins directs. Et le plus gros rempart étant le scepticisme médical, puisqu'il perdrait un peu le pouvoir de prescription sur la kinésithérapie, etc. Et surtout, ça sous-entendrait qu'on ne devrait plus être des auxiliaires médicaux, mais justement, tout va dans ce sens. Hein. J'ai fait un TD hier au K1 sur le BTK, etc. C'est justement l'élément pivot, normalement, qui nous permet de prétendre à mieux et à un accès de soins directs avec une expertise. Mais le problème, c'est que même ça, quand on est très peu soutenu, en fait, au niveau national, par la population kiné en fait, parce qu'ils sont même pas au courant que ça se joue à ce moment-là, et donc voilà. Bon, ça c'était un petit aparté. Le pouvoir judiciaire donc composé par l'ensemble des juridictions qui vont du Conseil constitutionnel au juge donc de proximité. Il applique les lois pour trancher les conflits entre particuliers, donc ça sera les juridictions civiles, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout faire aujourd'hui d'ailleurs, et entre l'État et les particuliers, ce seront les juridictions administratives. Il poursuit également les infractions, donc contraventions, délits, crimes, et ça, c'est ce qu'on appellera les juridictions pénales. On va faire, de toute façon, aujourd'hui, la différence entre droit civil, droit pénal, droit administratif. Son indépendance est primordiale. Généralement, la Constitution définit ses compétences et garantit son indépendance. Donc, en gros, si je vous demande de citer les 3 pouvoirs, vous saurez lesquels c'est. Alors, ça, je vous l'avais déjà dit, donc ça, inutile de dire qu'il y a un gros point d'exclamation à côté. Donc la hiérarchie des normes, qui a été donc du coup théorisée par Kelsen. Donc s'il y a un des noms propres à retenir aussi dans ce cours, c'est peut-être celui-là. Donc il dit que l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés
une pyramide ou hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes juridiques. Alors, l'utilité de cette hiérarchie, c'est donc qu'une norme inférieure ne peut ni déroger à une norme supérieure, ni l'abroger. Donc voilà, ça il faut vraiment le comprendre et savoir l'expliquer éventuellement. Je ne vous demande pas des phrases forcément exactement les mêmes, mais en tout cas d'avoir pigé le sens. Pour faire vite, on va pas tout refaire, mais se souvenir donc du coup, alors cette pyramide, voilà, il faut la connaître. Donc avec à son sommet un bloc de constitutionnalité, donc le bloc constitutionnel, qui donc va être composé de la hiérarchiquement donc de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et bien de 1789, parce qu'il y en a eu une autre en 1791. Pardon? Oui, vous la connaissez pas, non, mais... c'est normal, hein. Après, donc c'était sous la Commune, et du coup... Non, je dis ça parce que l'an dernier, donc il y avait un autre mouvement social d'ampleur, où ils étaient tous habillés en jaune, et en fait, certains passaient sur les plateaux télé, en disant oui, mais la Constitution, la Déclaration de l'homme dit, et donc ils citaient un passage de la Déclaration de l'homme, où en gros ils disaient la violence est légitime pour renverser le pouvoir, etc. Forcément, c'était la Déclaration des droits de l'homme de 1791, sous la Commune justement, où il y avait pas mal de meurtres. Donc, donc voilà, donc c'était assez... mais c'était assez fin en même temps, il avait fallu trouver le petit subterfuge. Et donc le préambule de la Constitution de 1946. Se sont rajoutés après... Alors ça c'est des articles, mais ça bon, on l'avait vu ensemble. Voilà. Ça c'est des articles importants. Voilà. C'est rajouté après donc la Charte de l'environnement de 2004, qui a étendu un peu le bloc constitutionnel. Donc voilà, après je vous demande pas de connaître les articles, bien sûr. Ensuite, on a un bloc de conventionnalité. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le bloc de supra-légalité. Ça, c'est l'ensemble des engagements internationaux pris par la France de façon soit bilatérale, soit multilatérale. Je dis ça parce que ce qui est important à comprendre, c'est que les engagements ne fonctionnent que quand ils sont signés dans les deux sens. D'accord ? Et donc du coup, alors c'est assez intéressant actuellement, puisqu'il y en a un qui efface les signatures de ses prédécesseurs sur les engagements internationaux, donc c'est le président des États-Unis actuel. Et notamment sur tout ce qui est environnement et tout ça. Et puis là, alors il me semble qu'il est même sorti, je veux pas dire de bêtises, il est sorti de l'UNESCO déjà, qui est quand même assez, bon voilà, donc qui est l'UNESCO qui est censé quand même protéger surtout le patrimoine mondial, et il y a autre chose là dernièrement, il est sorti d'un truc assez colossal encore. Donc dans ce bloc, il y a les traités internationaux ordinaires, qui doivent être ratifiés par le président de la République ou éventuellement par une loi, puisque c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, puisqu'on l'a déjà vu, on peut déjà anticiper un peu, c'est-à-dire que sur votre pyramide, il faut bien sûr que tout soit logique. C'est-à-dire que si vous ratifiez un traitement international, alors que vous avez une loi qui dit le contraire sur le bloc d'après, donc sur le bloc de l'égalité, il va bien falloir faire passer la loi pour que la loi qui est inférieure au traité corresponde au traité et ne rentre pas en conflit avec le traité, puisque dans tous les cas, c'est le traité qui gagnerait d'après la pyramide. Sauf qu'on essaie d'éviter ces conflits-là. D'où aussi, pour un président de la République qui n'aurait pas une majorité au Parlement, il ratifie beaucoup moins de traités internationaux ou
il doit en fait, même si c'est lui qui les ratifie et qui est censé officiellement négocier avec ses homologues, généralement quand il y a une cohabitation, alors bon, vous l'avez jamais connu quasiment, hein, parce que vous êtes jeune et qu'il y a eu un changement constitutionnel qui fait que maintenant le mandat présidentiel est de 5 ans et donc est calqué sur le mandat législatif. Mais avant, c'était un septennat, donc c'était pendant 7 ans, et par contre, le mandat législatif était de 5 ans. Donc du coup, il y avait 2 ans où chaque fois, c'était l'opposition qui gagnait les élections législatives. Et pendant 2 ans, il y avait une cohabitation, c'est-à-dire le président de la République était d'un parti et le Premier ministre d'un autre parti. Ce qui permettait souvent au président de la République d'être réélu derrière. Parce que du coup, les Français qui aiment bien changer, faire un coup l'un, un coup l'autre, ils faisaient un coup l'autre pour les législatives, et au bout de 2 ans, ils avaient ras-le-bol du Premier ministre, donc ils réélisaient le président qui sortait. Donc voilà, bon, ça a été ça pendant longtemps. Et donc du coup, là, le président peut avoir plus de problèmes à faire des traités internationaux, parce qu'il sait très bien que derrière, s'il n'a pas la majorité au Parlement, ben, les lois qui devraient ne pas rentrer en conflit avec le traité international ne pourraient pas passer. Donc en gros, il demande l'accord du Premier ministre quand c'est comme ça. Ils se mettent d'accord, en fait. C'est de la diplomatie à l'intérieur même du pays. Donc, alors attendez. Voilà, les traités internationaux, les conventions européennes des droits de l'homme, avec donc du coup le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, ça on avait un peu vu, donc ça on va pas re-rentrer dans le détail, qui est censé donc du coup quand même avoir une certaine obligation, puisque la France a signé cette convention. Or, on est quand même condamné beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, même si on est le pays des droits de l'homme, mais on est assez souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. On n'est pas le pays le plus condamné, mais quand vous allez regarder quand même le nombre de condamnations, c'est sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, la France, on n'est pas non plus les plus vertueux. Et donc du coup, les pays mettent souvent du temps à faire évoluer leurs lois ou pour pouvoir... Parce que la Cour européenne des droits de l'homme peut s'exprimer sur un sujet particulier. Ça avait été donc le cas avec l'affaire Vincent Humbert, où elle s'est exprimée 3 fois, mais après sur des sujets plus généraux. Et notamment, c'était le problème de la GPA, des couples qui partaient donc faire des GPA à l'étranger, puisque du coup c'était interdit en France, qui revenaient en France, et que du coup, pendant un moment, ils n'étaient pas reconnus par l'État français. Les enfants, je parle en plus. Donc c'était quand même un peu un problème, et la Cour européenne des droits a condamné la France pour ça, par exemple. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Alors, on va passer rapidement sur tout ça. Ensuite, le bloc de l'égalité. Donc le bloc de l'égalité qui fixe les modalités d'organisation de fonctionnement des pouvoirs publics en France, avec donc des procédures d'adoption, différentes catégories de lois. Les lois référendaires, donc qui sont des lois soumises au peuple par voie de référendum. Alors, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. En France, on y a peu recours. Le dernier gros référendum, c'était sur la Constitution européenne, il y a longtemps. Et généralement, le pouvoir en place perd toujours le référendum. C'est pour ça qu'ils n'en font pas, en fait, hein, parce qu'ils ont compris. Et j'ai envie de dire, c'est pas qu'en France, puisque le Brexit en Angleterre, ça a été totalement ça. Ils étaient persuadés que de toute façon ça allait pas passer, donc ils se sont dit on va faire un peu de démagogie, on va les faire voter, comme ça ils seront contents et on aura les mains libres pour faire un peu ce qu'on veut. Et au final, le Brexit est passé. Et maintenant, il serait en passe enfin d'être réalisé. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un des exemples. Alors, le danger de cette démocratie directe, parce que sur le papier, c'est une belle chose, c'est que, et notamment, je pense que M. Trump serait très fort sur ça, sur tout ce qui est fake news. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le risque, comme c'est une démocratie directe, de faire passer des fake news beaucoup plus facilement par Facebook, par Instagram, par machin, etc. Et donc, du coup,
Et le Brexit, c'est ça. En fait, le Brexit, il y a quelqu'un qui est un gros milliardaire, qui n'est même pas anglais d'ailleurs à la base, qui a financé énormément de campagnes de pub en disant des chiffres mais totalement faux en fait, que l'Angleterre allait récupérer je sais pas combien de millions, et donc du coup c'était placardé, comme il avait beaucoup d'argent, c'était placardé sur tous les bus à Londres, etc. Et du coup, le Brexit passe potentiellement grâce à ça aussi. Donc voilà, donc du coup c'est beaucoup plus difficile. On est en plus dans une période numérique très difficile à contrôler, et du coup les grandes démocraties ont très peur des référendums. Et d'ailleurs, sans faire du tout de politique, mais juste en analyse, généralement les partis qui proposent des référendums actuellement pendant les campagnes sont, on va dire, les partis aux extrêmes, dirons-nous. D'accord? Et donc du coup, où eux, à chaque fin de phrase, vous disent mais on n'a qu'à faire des référendums. Ben, parce qu'ils savent très bien que c'est quand même beaucoup plus facile après pour manipuler la population. Donc voilà. Mais ça reste après une belle chose à la démocratie directe. Il faut pas. Le problème, voilà, c'est trouver. Ensuite, on a les ordonnances qui, donc du coup, c'est le gouvernement qui est habilité par le Parlement à prendre des mesures anticipées sans faire passer de loi au Parlement et qui doivent après être validées après. Bon, les lois ordinaires, on l'avait vu. Alors, parcours d'entrée en vigueur d'une loi, ça, c'est à savoir. Comprendre comment ça se passe. Donc, tout d'abord, il y a un projet de loi ou une proposition de loi. Peu importe si c'est l'un ou c'est l'autre, c'est le même principe. Sauf que le projet de loi, ça sera quelque chose qui sera élaboré et proposé par un ministre, alors que la proposition de loi, il y a une erreur d'ailleurs sur le PowerPoint, c'est quelque chose qui sera proposé par un parlementaire, un député ou un sénateur. Mais accepter cette différence entre le projet, donc gouvernement, et proposition parlementaire, sinon il n'y a aucune autre différence. D'accord? C'est-à-dire que c'est élaboré, une fois que c'est prêt, on le dépose sur le bureau d'une des deux assemblées. Généralement, vous le déposez à l'assemblée où vous avez la majorité. Donc du coup, après, on rentre dans la procédure d'adoption. Une fois que ça a été voté, alors, Assemblée nationale, Sénat, si le Sénat rejette, ça repart à l'Assemblée nationale, ça peut repartir au Sénat, à chaque fois c'est amendé, donc il y a des modifications dans la loi, et il y a un moment où le gouvernement peut dire c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et à ce moment-là, c'est voté à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, c'est considérée normalement comme la représentativité française directe. C'est-à-dire que c'est vous qui votez pour vos députés directement aux élections législatives. Alors que le Sénat, c'est pas du tout ça. Les élections sénatoriales, c'est des élections où en fait vous allez voter pour ce qu'on appelait avant les départementales, maintenant les élections territoriales. Et en fait, c'est les élus locaux, donc les maires, les adjoints aux maires, etc., plus les conseillers territoriaux, qui vont par suffrage indirect, après, voter pour les sénateurs. Donc c'est pas la population qui vote directement pour le sénateur. Voilà, donc là, après la loi elle est promulguée. Donc ça c'est le chef de l'État qui atteste l'existence de la loi, mais surtout, même si elle est promulguée, elle doit être publiée au journal officiel. Et c'est ce texte publié qui a force obligatoire. En vrai, c'est encore un peu plus compliqué, parce qu'une fois qu'elle est donc du coup publiée au journal officiel, et ça c'est ce que l'on voit notamment quand on fait le code de la santé publique. Dans le code de la santé publique, la partie kiné par exemple, mais c'est pareil pour toutes les parties, la première partie est la partie législative. Donc ça c'est les lois, c'est effectivement les lois donc, qui sont publiées au journal officiel. Mais généralement, en bas de la loi, il y a marqué en attente du décret d'application. Et donc du coup, le décret d'application, c'est souvent le ministère concerné par la loi qui doit donc du coup le publier. C'est-à-dire, cette loi, voilà, elle est écrite, elle est adoptée, elle est publiée, mais comment on l'applique? Et il y a énormément de lois en France qui n'ont jamais eu de décret d'application. Donc c'est des lois qui officiellement sont passées,
mais qui n'ont jamais été appliquées. Ensuite, donc, les principes généraux du droit, donc ça on avait dit c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à comprendre parce que c'est plus abstrait, c'est-à-dire que c'est des règles non écrites de portée générale qui donc du coup sont considérées comme acquises en fait, et notamment par les juges. Il y en a à tout niveau, il y en a même donc du coup au niveau international, et donc notamment le principe relatif au droit de l'extradition. Alors là, il y a eu il n'y a pas longtemps un petit exemple dans l'actualité où justement ce principe de droit de l'extradition s'est appliqué. Quoi, c'est appliqué? En tout cas, on en a entendu parler. On n'a pas eu à l'appliquer en France parce que c'est pas en France que ça se passe, mais ouais. Donc Carlos Ghosn, qui s'est, alors on ne sait pas comment, il s'est barré du Japon, comme quoi quand même avoir du pognon ça sert. Hein. Donc du coup là, il est au Liban, puisqu'il a il a trois passeports, hein. Il est libanais, français et brésilien. Tout de suite en fait la France qui a quand même, je pense parce que diplomatiquement c'était très important quand même de condamner l'acte d'avoir fui la justice, donc on dit c'est pas bien, etc. Mais si M. Ghosn arrive sur le sol français, on ne l'extradera pas. Ce qui crée un problème diplomatique avec le Japon, qui est normalement un allié, hein, donc, parce que en fait, il a le passeport français, et que du coup, la France n'extrade pas ses propres ressortissants. Donc voilà, et ça, c'est pas écrit, c'est juste un principe général du droit, en fait. D'accord ? Ensuite, donc on avait les règlements, donc c'était les décrets et les arrêtés, donc ça c'est ce qu'on vient un peu de voir. Donc le décret qui est un acte exécutoire de portée générale ou individuelle pris donc par le président de la République ou le Premier ministre, donc il va préciser comment on va appliquer la loi. Il existe, alors ça c'est très rare, des décrets autonomes, des règlements autonomes, c'est-à-dire que l'article 37 de la Constitution attribue une compétence autonome au règlement. C'est quand même beaucoup plus rare. Et donc permet au président de la République ou au gouvernement de réglementer sans qu'il y ait une loi. C'est-à-dire que c'est pas passé par là. Mais c'est sur un champ de compétences très restreint. C'est plus pour le savoir. C'est quoi pour le savoir Et sinon l'arrêté, qui est la même chose, mais sauf que c'est un arrêté. Alors, pour l'application d'une loi, ça sera un arrêté ministériel. Mais après, au niveau locaux, on a donc notamment les arrêtés préfectoraux ou des arrêtés municipaux. Alors les arrêtés municipaux, il y en a eu quelques-uns, mais ils sont après, parfois, ça part devant le tribunal administratif, et le tribunal administratif casse certains arrêtés municipaux. C'est-à-dire que le maire qui voudrait avoir les pleins pouvoirs sur sa commune ne les a pas en fait. Et alors il n'y a pas longtemps, il y avait un truc sur le... Il y a eu des maires qui ont interdit certains pesticides en fait sur leur commune, et du coup ça a été cassé par les tribunaux administratifs derrière. Pas parce que forcément le tribunal est pour les pesticides, mais tout simplement parce que on peut pas faire ce qu'on veut sur sa commune, tout simplement. Donc voilà. Et les arrêtés préfectoraux, il y en a quelques-uns qui ont été en tout cas qui sont partis devant la justice, et notamment, c'était le cas, alors maintenant ça commence à y avoir quelques années, des spectacles de Dieudonné quand ils ont été interdits. Les référendums, c'est quoi au niveau national? Non, après il y a des référendums locaux aussi. Et est-ce que ça a vraiment valeur? C'est-à-dire que si là, pour les pesticides, l'affaire, ça passe par référendum au niveau de la commune, c'est possible ou pas que ça soit facile? Ah non, parce que, oui, quoi, c'est-à-dire que le maire pourra dire, moi j'ai ma commune qui est derrière moi, etc. Mais en fait, on n'est pas plusieurs États dans l'État. Donc, en fait, ça part au tribunal administratif. Mais après, l'État, s'il perd en tribunal administratif, va partir en cour d'appel administrative. Et éventuellement, sinon, se pourvoit en cassation au Conseil d'État. Et donc, du coup, le Conseil d'État, généralement, dira mais en fait, voilà, on ne gouverne pas localement. On n'est pas une espèce d'amoncellement de petits États, en fait. D'accord, ce qui était avant la France, ce qui était plus récemment encore l'Italie, etc. Donc on a une constitution pour tout le monde, on a...
Après, ça dépend aussi quel sujet. Je pense que c'est discutable et qu'il y a des choses qui ne sont pas impactantes au niveau national et qui du coup... Et donc, enfin, les actes administratifs, donc, ce sont les circulaires et les directives qui, elles, n'ont pas force obligatoire, mais on avait vu que effectivement, les réponses ou les circulaires ministériels ont en tout cas un pouvoir de contrainte sur l'administration, puisque c'est leur boss en fait. C'est comme si vous étiez dans une entreprise et que le boss vous dit il faut faire comme ça, il faut interpréter la loi comme ça. Si vous êtes juriste par exemple dans une boîte, bon ben généralement vous faites comme on vous a dit de faire en fait, d'accord? Donc c'est un peu, ou alors vous êtes un gros rebelle, mais bon, il y en a dans l'administration des gros rebelles justement parce qu'ils ont quand même cette sécurité de l'emploi qui font qu'ils peuvent pas être virés, donc ils peuvent être un peu plus rebelles que dans le milieu d'entreprise. Ce qui est pas plus mal en soi. Et ensuite donc les ordres professionnels, mais on les reverra tout à l'heure. La jurisprudence, donc, je veux juste que vous reteniez, donc, la jurisprudence, donc, ça illustre un problème juridique donné. Ça prend de plus en plus d'importance, effectivement, mais, encore une fois, on a tendance à l'utiliser à toutes les sauces. Et, alors que, finalement, il suffirait qu'une juridiction supérieure à celle qui a fait la jurisprudence décide du contraire, et il y a ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Donc généralement quand même, on appelle jurisprudence un ensemble finalement de décisions juridictionnelles qui vont toutes dans le même sens. Et là on peut dire la jurisprudence va dans ce sens. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple un jour, je sais pas, vous devez être en procès pour une raison, alors pas forcément professionnelle, et votre avocat vous dit bon la jurisprudence est pour nous. Donc c'est que normalement l'ensemble des décisions avant aller dans ce sens. Mais en tout cas, c'est certes un point fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, les avocats, eux, vont plaider en disant ça a toujours été jugé comme ça, donc machin, etc. Mais si le juge dit oui, mais ça a toujours été jugé comme ça, mais moi en tout cas je suis pas d'accord et je trouve que c'est anormal, bah, il peut tout à fait prendre la décision inverse, et donc du coup, il y a un revirement de jurisprudence. La jurisprudence n'a pas valeur de loi en fait. C'est pas comme une interprétation de loi, où, bon ben voilà, si la loi dit ça, les juges sont obligés d'être conformes à ce que la loi dit, en fait. D'accord? Même s'ils l'interprètent, voilà. Donc c'est une source du droit qui est subordonnée à la loi, même si effectivement, de temps en temps, on peut petit à petit, ça peut petit à petit influencer la loi, et notamment en droit administratif. D'accord? Qui est là un droit très écrit en fait, et donc du coup ça peut... La jurisprudence elle est notamment là lors du vide de la loi, c'est-à-dire dans un vide, le silence de la loi, un vide législatif, c'est-à-dire que au final pour traiter le problème précis, il n'y a pas de loi qui dit comment le traiter. Il y a des lois un peu parallèles qui disent on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça, et il y a un moment où du coup un juge doit trancher puisqu'il a l'obligation de trancher, et donc du coup sa décision fait jurisprudence et donc du coup est censé combler le vide. Normalement le rôle du législateur sera à ce moment-là de dire bon ben on a eu un souci à ce niveau-là, pour pas que ça se reproduise, on va faire une loi pour qu'il n'y ait plus ce silence de la loi. Et donc là, c'est plus de la jurisprudence, mais c'est la jurisprudence qui aura influencé la nouvelle loi. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est un peu passé, parce qu'avant l'affaire Vincent Humbert, il y avait l'affaire Vincent Lambert, ils se ressemblent un peu au niveau des noms, où une mère, qui était elle-même infirmière d'ailleurs, avait donc aidé son fils à mourir. Et donc du coup, d'après la loi française, il y avait un peu des... Bon, il n'y avait pas une interprétation directe des choses, mais elle risquait genre 15 ans de prison, quoi. Sachant que son fils, donc je sais pas si parce que vous étiez jeune, peut-être quand même là, son fils, il arrivait à communiquer, alors il était totalement tétraplégique, hein, il arrivait à communiquer avec une paille, et il avait appris, parce qu'il est resté en vie des années, hein, à écrire en fait lettre par lettre avec une paille, juste avec les mouvements de ses lèvres, etc. En appuyant sur des lettres. Et du coup, il avait clairement demandé à sa mère de mourir, il avait demandé à l'époque,
à ce qu'on l'aide à mourir, que ce soit pas forcément sa mère, mais devant, il y avait eu des recours, etc. Chaque fois, l'État français se déclarait incompétent. Et donc, du coup, sa mère, un jour, l'a aidé à mourir, en fait, parce que c'était insupportable. Et donc, après, il y a eu aussi, justement, donc là, on pourrait dire que ça pouvait faire un tout petit peu jurisprudence, même s'il n'y avait qu'un effet. Et du coup, il y a une loi qui, pour beaucoup, semble pas encore aller assez loin, mais qui est la loi Leonetti, qui a été encore réaméliorée derrière, parce que maintenant, c'est un terme, c'est Leonetti et quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Et, mais certains trouvent encore que justement c'est un peu, notamment avec l'affaire Vincent Humbert, où, parce qu'on considère que c'est les faire mourir finalement par absence de soins, puisqu'on fait des arrêts de soins et qu'on les aide pas forcément à mourir, dans le sens où on leur donne pas une substance létale en fait, qui leur permettrait de mourir beaucoup plus rapidement, ce qui est autorisé en Belgique par exemple ou au Luxembourg. Voilà, bon, ça c'est tout le problème de l'euthanasie. Mais en tout cas, c'est un des gros sujets sociétaux où il y a ces silences de la loi et où certaines grandes actions ont fait en quelque sorte jurisprudence parce que tout simplement ça fait prendre conscience à la société certaines choses et la société donc du coup met la pression sur ses gouvernants et sur ses législateurs pour que les choses avancent en fait. Donc c'est en ce sens notamment par exemple que la jurisprudence peut être une source dans la loi, même si donc voilà, elle enrichit la loi. Bon ça voilà, vous vous souvenez hein, que en revanche voilà, aux États-Unis c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus commun en fait d'avoir de la jurisprudence puisque c'est le système anglo-saxon du common law où là c'est quasiment toutes les lois sont jurisprudentielles en quelque sorte. Mais parce qu'ils n'ont pas le même système, et on l'avait dit la dernière fois, ils ont donc la Cour suprême, qui est composée de 9 juges, et qui sont maintenant à majorité conservatrice, et donc du coup, qui sont vraiment, au niveau de la loi, les grands derniers décideurs en fait. Et donc du coup, à partir du moment où ils décident de quelque chose, tant qu'il n'y aura pas un revirement de jurisprudence à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la Cour suprême, ça sera suivi par la majorité des tribunaux fédéraux, en fait, hein, dans les différents États. D'où la grosse problématique d'avoir 5 très gros conservateurs actuellement, dont un quand même est accusé de plusieurs viols, mais bon, il a réussi quand même à être juge à la Cour suprême. Parce qu'apparemment aux États-Unis c'est bon, bref. Et donc du coup, notamment sur les grandes décisions sociétales et notamment sur l'avortement, puisque là il y a 5 juges anti-avortement actuellement à la Cour suprême. Donc certains États en ont profité pour déjà restreindre très fortement les possibilités d'avortement sur la première puissance au monde et certains disent la première démocratie du monde. Bon. Moi, à partir du moment où il y aura, tant qu'il y aura déjà le système électoral qu'il y a aux États-Unis, je ne sais pas si on peut dire que c'est la première démocratie du monde. Puisque, quand même, M. Trump est élu avec 3 millions de moins de voix que Mme Clinton. Donc, c'est quand même pas. Mais tout simplement, voilà, c'est exactement comme le Sénat en France, c'est-à-dire que c'est un suffrage indirect. Et aux États-Unis, en fait, au moment où les pères fondateurs ont créé la Constitution des États-Unis, les grands puissants, c'était les grands propriétaires terriens. Donc du coup, des États extrêmement dépeuplés comme le Texas, comme le Wisconsin, avaient des gens qui avaient beaucoup d'argent, hein, on en revient toujours au même quand on parle des États-Unis, et donc du coup, avaient une grande place dans la société. Donc du coup, on a donné par le système des grands électeurs, ces États-là qui sont extrêmement dépeuplés ont beaucoup trop de grands électeurs par rapport à leur population. Et donc du coup, c'est des États qui font quand même, qui finalement ont leur avis beaucoup plus fort, par exemple, que la Californie, qui est quand même l'équivalent quasiment de l'Europe, hein, et qui, en puissance mondiale, hein, c'est la 4e économie du monde, la Californie, si on l'enlève des États-Unis. Donc, mais sauf que, par exemple, la Californie, qui certes a le plus grand nombre de grands électeurs, mais proportionnellement à sa population, c'est très à la marge, en fait. Et donc, du coup, c'est des... Oui. Ça a des chances de changer ? Non. Non, parce que... Alors déjà, les Américains sont quand même assez conservateurs sur leur système, que certains disent, oui, mais alors ça veut dire que les pays dépeuplés
Quoi, les pays, oui, les États dépeuplés n'auront pas vraiment plus trop d'importance, c'est-à-dire qu'ils craindraient qu'il se passe, alors ce qui peut se passer un peu en France, c'est-à-dire que les zones rurales soient encore plus abandonnées en fait, en quelque sorte, et surtout parce que c'est le système qui privilégie les républicains, et que les républicains sont au pouvoir en fait, donc il y a peu de chances que ça change en fait. C'est très compliqué en fait que ça change, parce que là ça doit être constitutionnel, et c'est encore moins probable maintenant que la Cour suprême est conservatrice. Donc du coup... Bon, le cas particulier de la doctrine, juste se souvenir que la doctrine, c'est du coup la publication scientifique, universitaire, académique en droit. Bon, les crises, on les avait vues, mais ça... Voilà. Et sinon, les destinataires du droit. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les destinataires du droit où tout le monde a pigé? Non? Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, on le refait vite fait. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Bon, ça va. On est dans l'heure de révision. C'est bien. Donc... les sujets du droit. Alors, bon, il y avait les personnes, ça c'est relativement simple. Le sujet de droit est un être qui se voit attribuer des droits et une obligation de l'ordre juridique. Et donc, le droit distingue les personnes qui sont physiques et les personnes morales. Donc, les personnes physiques, c'est vous, les êtres humains. Elle est reconnue, donc la personnalité juridique est reconnue à tout individu ni vivant et viable. Et elle disparaît par la mort naturelle. Donc, du coup, cette personnalité est identifiée par la nationalité, le nom, le prénom, le domicile et l'acte d'état civil. Généralement, quand vous allez, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui sont déjà propriétaires, mais d'autres qui vont devenir propriétaires quand vous aurez votre métier. Et donc, du coup, par exemple, le notaire vous demandera de demander à votre mairie de naissance un acte d'état civil, en fait. C'est la preuve en France de votre identité en quelque sorte. Avec la carte d'identité, etc. Mais généralement, il y a besoin d'un acte d'état civil parce que tout est noté sur l'acte d'état civil. Et par exemple, si jamais une personne, justement, venait à être sous tutelle, c'est pas forcément noté sur la carte d'identité, mais par contre, c'est obligatoirement noté sur son acte d'état civil. Donc quand on fait une demande d'acte d'état civil, c'est pour ça, c'est-à-dire que les notaires, quand ils vous demandent l'acte d'état civil, c'est pour être sûr que vous êtes en pleine possession de vos capacités et que du coup, il ne fait pas d'erreur en vous permettant d'acheter ou vous permettant de vendre quelque chose. Alors attendez, j'étais où? Capacité? Les personnes frappées d'incapacité de jouissance qui peuvent être titulaires des droits. Non, la capacité de jouissance, c'est... Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est noté. Le problème du PAX, c'est que quoi, c'est pas un problème en soi, hein, c'est pas, je suis ni pro mariage ni pro PAX. Hein. C'est que c'est par rapport à un mariage, c'est très facile de se paxer et de se dépaxer. Donc, c'est-à-dire que c'est juste une lettre recommandée que vous envoyez à la préfecture de là où vous êtes paxé. Et du coup, on se rend compte, mais comme c'est noté sur l'acte d'état civil, on se rend compte maintenant qu'il n'y a pas de place sur l'acte d'état civil, parce qu'en fait, quand vous êtes paxé, c'est quand même, ça prend plusieurs lignes, parce qu'il faut mettre le nom du conjoint ou de la conjointe, machin, etc. Dépaxé, pareil, repaxé, pareil, dépaxé, pareil, et il y en a... Ah non. Et donc du coup, ça en fait des lignes hein, pour certains. Parce qu'en fait, c'est tellement facile qu'il y en a, ils se disent ouais, mais pour te montrer que je t'aime, allez, on se paxe. Et ouais, mais ça, puis bon, 5 ans après, c'est plus le cas. Et ça en fait des lignes. Alors que le divorce, on réfléchit toujours un peu plus à se marier parce que déjà, c'est quand même un peu plus compliqué, ça coûte beaucoup plus d'argent aussi, généralement. Et surtout, le divorce, c'est quand même encore plus compliqué. Et ça coûte à nouveau de l'argent. Le Pax, pour se dépaxer, je peux vous dire, juste une lettre recommandée, que j'ai déjà connue. Donc, alors, les personnes physiques. Ça, on l'a vu. Oui, la mort naturelle, c'est quoi? C'est la mort, en fait. C'est plus pour
s'opposer à tout ce qu'on appelle les morts sociétales, etc. C'est-à-dire vous ne faites plus partie de la société, justement vous êtes en prison, machin, etc. Ou... c'est-à-dire la mort, quoi, en gros. Donc les personnes morales, ce sont des groupements de personnes physiques. Alors le patrimoine est distinct de celui de ses membres, donc ça c'est important. Donc c'est aussi pour ça, par exemple, que je vous avais dit que normalement les experts comptables, etc. conseillent, si vous achetez par exemple le locaux professionnel, de créer une SCI pour dissocier votre local professionnel de votre patrimoine personnel. Parce que justement, quand on divorce, si vous n'avez pas créé de SCI, le local professionnel fait partie du patrimoine du couple. Donc du coup, vous avez un peu les boules. Donc voilà. Bon, sauf si c'est vous qui intubez l'autre, ou là vous avez moins les boules parce que du coup ça vous a servi à quelque chose. Mais sinon, effectivement, c'est pas le cas. Personne morale de droit public, donc l'État, les collectivités territoriales, et donc de droit privé, ça peut être des associations à but lucratif ou à but non lucratif. Ils sont individualisés par nationalité, ils ont un nom, un domicile. Et du coup, ce qui est important, c'est que comme ils sont titulaires de droit, les personnes morales, elles ont aussi, donc du coup, elles sont pénalement et civilement responsables des dommages qu'elles peuvent causer. Ensuite, il y a les choses, donc les biens. Donc il y a soit des choses corporelles, la maison, la voiture, etc. Les choses incorporelles, votre patientèle. Et une distinction entre meubles et immeubles dans les choses. Et donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, les meubles. Donc les meubles par nature, c'est quelque chose dont du coup, en gros, on peut déplacer. Alors, le cas des animaux est un cas à part. D'accord ? Parce que certains trouvent que c'est pas normal que les animaux soient considérés comme des meubles. Alors après, il y a aussi la sémantique qu'on utilise en fait. D'accord ? C'est-à-dire que sémantiquement, nous, ça nous choque. Meuble pour nous, voilà, c'est la table de chevet, la commode, le meuble télé, quoi. Mais bon, voilà, ils sont pas, si vous voulez, doués de capacité de se défendre, etc. Les animaux, ils n'ont pas vocation à aller devant un tribunal, ils n'ont pas, voilà. C'est pour ça qu'ils sont pas considérés. Mais bon, peut-être que ça évoluera parce qu'il y a déjà des choses qui ont évolué. Il y a ce qu'on appelle... Alors, avant de faire les meubles par anticipation, on peut faire les immeubles par nature aussi, pour comparer. L'immeuble par nature, c'est tout ce qui justement ne peut pas être déplacé. Ou ni être déplacé. Donc, la surface, la terre, mais ce qui est fixé au sol, donc les maisons, les immeubles, s'il vous plaît. En fait, deux choix. Soit on fait une pause de 5 minutes, soit je vous lâche plus tôt. Alors, vous taisez. Et donc, du coup... La maison, l'immeuble, l'arbre, ça, c'est un immeuble par nature. Parce qu'on ne peut pas le déplacer dans tous les cas. Ou alors, il faut vraiment y aller à la pelle. Donc, au tractopelle, bon, voilà. Donc ça, c'est l'immeuble par nature. Le meuble par nature, c'est ce qu'on peut déplacer. Les deux trucs par nature, c'est relativement facile à comprendre. Maintenant, il y a des choses qu'à un instant T, on ne peut pas déplacer, mais à un instant T plus long, qu'on pourra déplacer. C'est ça qui est compliqué. Et donc du coup, ou l'inverse. Donc les meubles par anticipation, ce sont donc des immeubles qui sont appelés à devenir meubles. C'est-à-dire que vous avez votre arbre, votre pommier. L'arbre pommier, tout au cours de l'année, c'est un immeuble. On ne le déplacera pas. Mais en revanche, une fois qu'il va faire les pommes, sa récolte, ces pommes, deviennent du coup des meubles par anticipation. C'est-à-dire qu'elles sont encore sur l'arbre, mais on sait très bien qu'on va les récupérer, qu'on va du coup les déplacer, d'accord ? Et donc ça, c'est des meubles par anticipation. Alors, et les immeubles par anticipation, ça va être par exemple les... Oui, alors la cheminée, le miroir, le trumeau, le miroir au-dessus qui est collé, la bibliothèque. Hein, généralement, quand vous vendez un appartement, par exemple, le notaire va vous dire, bon, il y a quoi dans votre appartement qui va rester dans les lieux mais que vous auriez pu faire. Vous faites faire une bibliothèque sur mesure. Une bibliothèque, à la base, c'est un meuble.
mais elle devient immeuble par anticipation parce que, comme elle a été faite sur mesure, elle n'a pas vocation à aller ailleurs, et donc du coup, vous allez vendre le bien avec. Si vous avez fait faire une cheminée, à la base, c'est un meuble, c'est considéré comme un meuble, mais une fois qu'elle est fixée dans votre appart, vous allez vendre votre appart avec la cheminée, donc ça devient un immeuble par anticipation. Et sinon, il y a tout ce qui est matériel agricole. C'est-à-dire que le tracteur, c'est un meuble, à la base. C'est comme une voiture, ça se déplace, etc. Mais si vous vendez une exploitation agricole, vous vendez normalement l'appareillage avec. Donc l'appareillage qui était meuble devient un immeuble par anticipation parce qu'il va rester dans les locaux. Ouais, c'est qu'on le vend avec. Mais quand on vend par exemple une exploitation agricole, normalement ça fait partie du procédé de vente en fait. Voilà. Bon après je vous embêterai pas non plus trop avec ça. Hein, donc, La piscine, oui, mais alors la piscine, c'est jamais vraiment un meuble. Hein. C'est une construction directe. À part si c'est une hors-sol. Mais la hors-sol, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous avez une hors-sol, que vous faites une dalle de béton, vous mettez une hors-sol en bois, etc., une belle piscine. Vous n'allez pas la récupérer, parce que si vous la démontez, vous n'arriverez jamais à la remonter, en fait. Puisqu'avec les années, ça a joué, etc. Donc c'était effectivement un meuble que vous avez acheté, vous, par ailleurs, et qui est devenu un immeuble par anticipation. Oui, ou par destination. Oui, non, vous avez raison. C'est pas plutôt par destination. C'est quoi, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on anticipe que ça n'est plus le statut initial, etc. Mais voilà. Et donc maintenant, on passe à la mise en œuvre du droit. Donc on a fait à peu près ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une grosse heure de révision. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous n'aviez pas révisé la dernière fois. Vous étiez sûr que je tombe pas ou quoi? Non, je plaisante. C'est vrai, ça fait déjà 2 mois. Ah, vous aurez... Je crois que vous aurez vos résultats cette semaine. Vous, je me souviens plus. J'ai eu des échos assez négatifs des cas, mais... Non, mais surtout que vous avez quand même des rattrapages très rapides. Non, je crois que c'est décalé. Ah ouais. Puis parce qu'il y a des gens qui ont des dettes en S5 et en S6, on m'a dit. Donc ça va devoir tomber avant aussi. Puisque vous pouvez pas passer en S8 tant que vous n'avez pas validé S5, S6, S7. Donc, ah non, c'est pas possible. Il faut valider S5, S6, S7 avant de passer en S8. Donc j'aurais peut-être moins de copies à corriger finalement, parce que non. Alors. Donc je vais vous libérer à moins de 10, comme ça vous aurez le temps quand même d'aller déj. Comme vous m'avez dit 6h cet après-midi quand même. 6h? Ouais. Alors j'arrive. Voilà. Donc, la mise en œuvre du droit avec donc les différents types de droits et de responsabilités. Donc s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, le droit français reste marqué par une distinction héritée du droit romain entre ce qu'on appelle le droit public et le droit privé. Le droit public, il comprend traditionnellement l'ensemble des règles qui, dans un État donné, président à l'organisation même de cet État et les règles qui gouvernent les rapports de l'État et de ses agents avec les particuliers. D'accord ? Donc, bon, le droit public, c'est relatif. Alors, il existe un droit public en France, mais il existe un droit public européen, un droit public international, etc. Le but, donc, du coup, du droit public est de satisfaire l'intérêt général.
c'est un droit donc, qui est impératif, auquel il n'est pas possible de déroger. C'est essentiellement donc le droit administratif et le droit constitutionnel. Par exemple, le droit fiscal. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas y déroger. Hein. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, soit vous avez de l'argent pour avoir un très bon avocat fiscaliste qui vous optimisera tout ça, mais sinon, on peut pas, voilà, on peut pas dire non mais moi en fait j'ai pas envie. Le droit privé, lui, il peut donc se définir comme l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux, ou avec des collectivités privées, telles que les sociétés et les associations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros, le droit privé, c'est plutôt entre les personnes, que ce soit donc des personnes physiques ou des personnes morales. Mais pas avec l'État, pas avec la mairie, pas avec l'hôpital, qui sont là, l'hôpital en tout cas public, qui sont là donc du coup, qui vont se référer là au droit public. C'est-à-dire que le droit public, c'est entre une personne et l'État, une personne et l'hôpital. Ça, c'est du public, d'accord ? Et ça sera plutôt du droit administratif, ce qu'on va voir. Et le droit privé, donc du coup, c'est entre vous et votre voisine, mais aussi, par exemple, entre vous et l'IFMK. L'IFMK, c'est une association, donc c'est du droit privé. Non, ça a des subventions, mais ça a un statut juridique privé. Donc, ça serait différent de certains IFMK qui sont totalement publics. Purpan, ou il me semble que c'est Saint-Maurice, non, qui est à Paris, qui est public. Et c'est Purpan, à Toulouse. Donc là, oui, c'est différent. Parce que là, c'est du coup... Donc, et dans ce droit privé... Donc, en fait, le but du droit privé est de garantir donc, les intérêts individuels de l'individu, et en son sein, la place donc, du droit civil est prépondérante. Cette distinction droit privé, droit public se prolonge donc dans une différence de but, de caractère et de juridiction. C'est ce qu'on va voir. En fonction de quel droit on applique, de quel droit on parle, les juridictions auxquelles on se référera ne seront pas les mêmes. Alors, bien sûr, avant d'aborder un peu plus précisément le droit civil, il y a des droits qui sont à cheval sur les deux. Parce qu'on ne pouvait pas non plus faire une distinction, ça n'existe pas, hein, donc voilà. Et donc ils sont à cheval sur le droit privé et le droit public. C'est notamment le cas du droit pénal, parce que le droit pénal, c'est un peu particulier, on le verra tout à l'heure. C'est un droit où, effectivement, à la base, souvent, c'est une problématique entre individus. J'ai tué mon voisin, effectivement, le litige, c'est un peu plus qu'un litige, mais il est entre les deux. D'accord ? Donc entre deux personnes. Mais à la différence que le droit pénal, à partir du moment, alors bon, sans parler de tuer, mais je sais pas, vous bagarrez, coups et blessures, vous avez une mâchoire fracturée, etc. Vous portez plainte à la préfecture de police, on va le voir tout à l'heure. À partir du moment où vous portez plainte, comme c'est quelque chose qui est caractérisé comme pénal, hein, des coups et blessures, ce n'est plus vous en fait qui êtes maître de votre plainte, c'est l'État qui prend le relais. Et c'est par l'intermédiaire du procureur de la République. C'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête, et donc du coup là, ça devient l'État, et c'est le procureur de la République qui attaquera devant les tribunaux pénaux, ou même dans des grosses affaires dans les cours d'assises, l'individu en question. Et donc du coup, parce qu'en fait l'État est censé protéger cet individu de la population. D'accord ? Et donc du coup c'est en ce sens que le droit pénal est à cheval sur les deux. C'est que à l'initiation, c'est un problème entre deux individus, mais du coup, l'État prend son rôle de protection de la société par rapport à l'individu qui est mis en cause. Et voilà, bon, après il y a d'autres droits hein, qui sont à cheval sur les deux, bien sûr. Donc le droit civil. Donc le droit civil qui est essentiellement du droit privé, c'est le socle commun sur lequel s'élève presque tout l'édifice juridique français. Le droit civil domine donc tout le droit privé.
Cette prédominance s'explique d'abord par l'ampleur de son domaine qui recouvre l'ensemble des individus et de leurs activités. Donc vous imaginez bien qu'en droit civil, c'est quand même assez colossal. C'est-à-dire que toutes les relations entre les individus et leurs activités sont prises en compte par le droit civil. Donc il régit les relations juridiques des personnes entre elles, physiques ou morales, et de leurs biens. La prédominance du droit civil s'explique également par sa cohérence. Malgré de nombreuses réformes, le droit civil conserve son unité intellectuelle et matérielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est concrétisée par un code qui s'appelle le Code civil. Ainsi s'explique que le droit civil soit aussi parfois dénommé le droit commun, c'est-à-dire qu'il est applicable par défaut à toute situation qui n'est pas encadrée par une règle plus spécifique. Donc, il comprend les règles au droit des personnes. Donc, c'est le droit des personnes. Donc, notamment le nom, le statut de la personne, sa personnalité juridique. Alors, attendez, je crois que j'ai un exemple quelque part. Non, oui, la personnalité juridique, donc c'est soit je pensais que c'était un exemple, mais non. C'est soit si vous êtes une personne physique ou une personne morale. Il comprend les règles relatives au droit des biens, votre patrimoine en général, la propriété, est-ce que vous êtes propriétaire d'un bien, que ce soit d'un appartement, comme d'une voiture ou d'une raquette de tennis, hein, bon, voilà. La transmission des biens, entre vous et vos futurs enfants, ou peut-être qu'il y en a qui sont déjà parents, entre vos parents et vous, entre des conjoints, beaucoup plus compliqué entre des pacsés. C'est le gros problème du Pacs par rapport au mariage, hein, c'est qu'il n'y a pas ni de transmission directe des biens, en tout cas c'est beaucoup plus imposé par les droits des transmissions et aussi les reversions de retraite, qui n'existent pas pour l'instant pour le Pacs. Et donc les meubles ou les immeubles. Ensuite, les règles relatives donc, aux droits de la famille. Alors, les droits de la famille, ça va être la filiation, ça va être le mariage, le Pacs, le divorce, notamment. Et les règles relatives aux droits des obligations. Alors, le droit des obligations, ça va être les contrats, ça va être la responsabilité civile. L'obligation, c'est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne s'oblige envers une autre à faire ou ne pas faire ou à donner. D'accord ? Donc c'est exactement le cas dans un contrat. C'est pour ça qu'on appelle ça le droit des obligations. C'est-à-dire que dans un contrat, on va s'autoriser à faire des choses et ne pas faire certaines choses. Et réciproquement d'ailleurs pour les deux signataires du contrat. À savoir que on ne se rend pas compte que c'est quand même... il faut faire attention. C'est-à-dire que même si vous rédigez un contrat à l'amiable avec quelqu'un, si vous le signez, et si vous signez les deux, ça vous engage, d'après le droit français. D'accord ? C'est-à-dire que même si ça pourrait paraître aberrant après, alors après, ça peut parfois être cassé par des tribunaux, mais c'est quand même très compliqué. Et donc j'attire votre vigilance sur le fait que très prochainement, vous allez certainement, pour la majorité, être plutôt assistant ou collaborateur, plutôt que titulaire directement, vous allez signer un contrat. Et ce contrat, si vous le signez avant de l'avoir étudié, ou en tout cas si vous le signez avant de l'avoir fait étudier par le conseil départemental de l'ordre, qui est là pour ça, il y a une commission des contrats dans chaque conseil départemental ordinaux, si vous le signez, c'est mort. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus... Alors, soit votre titulaire ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas et acceptera de re-signer un nouveau contrat, soit sinon, il peut vous obliger. Et notamment, j'attire votre attention sur les clauses de non-concurrence. Hein, où là, si... Alors, c'est ce que je leur disais hier, hein, c'est-à-dire que effectivement, si on met... une clause de non-concurrence dans un petit village de Lozère, bon, si vous voulez, de 10 km,
ça semble pas très grave, parce que généralement, il n'y a pas forcément un autre cabinet dans les 10 km environnement, et on fait pas mal de chemins, etc. Si vous faites une clause de concurrence de 10 km dans le 3e arrondissement de Paris où je suis, vous pouvez quasiment pratiquer nulle part dans Paris, en fait. Donc, du coup, là, c'est une clause abusive, du coup. D'accord ? Donc, du coup, mais normalement, il vous faut, avant de le signer, dire à votre futur titulaire, si vous êtes assistant collaborateur, j'envoie au Conseil de l'Ordre. Les commissions de contrat se réunissent toutes les semaines, et donc, du coup, sont censés vous donner un avis très rapide, en fait. D'accord ? Et eux, comme il y a un conseil départemental, bon, par département, savent très bien quelle clause non-concurrence est acceptable ou pas, par exemple. Alors, la codification, vous vous souvenez qu'elle consiste à regrouper des textes normatifs de nature diverse dans des recueils concernant une matière donnée. Chacun de ces groupes donc devient un code. La codification officielle ou codification proprement dit, par laquelle l'autorité, notamment le pouvoir législatif, publie un texte auquel elle donne le nom de code. Donc il y a plusieurs codes en France, et ils sont tous répartis de la même manière. La première partie du code, c'est toutes les lois. La deuxième partie, c'est tous les règlements, les décrets d'application, les arrêtés. Donc du coup, quand vous allez regarder le code de la santé publique, le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, etc., ça sera toujours les premiers articles. La première partie du code sera les articles L. Donc par exemple, vous, en code de la santé publique, c'est L4321-1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour la première partie. Donc L ou LO quand c'est des lois organiques. Et après la partie réglementaire qui sera R. Donc pour vous, 4321-1 par exemple, etc. Ou D, 4321-1 pour un règlement ou un décret. Alors, le code civil. Il est né sous Bonaparte en 1804 et est caractérisé par 3 caractères qui le dominent: sa technicité, sa laïcité et son individualisme. Il est tombé après un peu en désuétude, et la refonte du Code civil est apparue indispensable à la Libération en 1945. On parle alors de révision du Code civil. Le Code civil donc regroupe donc les lois relatives au droit civil français, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent les personnes, livre 1er, les biens, livre 2, la propriété, livre 3, les obligations des contrats, livre 4. Donc c'est forcément le code et le miroir du droit civil qu'on vient de voir avant, puisque forcément le code est composé du droit civil. Donc ça semble assez logique. Je vous cite, bien sûr, vous n'avez pas à les savoir, quelques articles importants du Code civil. Alors, article 2, donc... Alors, attendez, parce que j'ai pas les mêmes. Ce qui est quand même... Comment ça se fait? Ah oui, ils sont pas du tout dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Donc l'article 2, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rétroactivité de la loi. C'est un principe absolu, particularité. La seule exception à cette règle du droit civil, c'est la loi pénale plus douce. C'est-à-dire que si une loi qui concerne le code pénal, et notamment les peines d'emprisonnement, etc., devient plus douce, évolue vers, on était à 25 ans de réclusion avant, et maintenant, pour le même crime, on passe à 20 ans. C'est le seul cas où la loi est rétroactive. C'est-à-dire que la personne qui est déjà emprisonnée et qui avait pris 25 ans n'a plus que 20 ans. Donc en gros, si elle a déjà fait 10 ans, par exemple, il ne reste plus que 10 ans à la place de 15. Voilà. C'est le seul cas où la loi peut être rétroactive. Ensuite, l'article 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux dispositions qui intéressent l'ordre public, sécurité, tranquillité, salubrité et les bonnes mœurs. Donc ça, par exemple, ça serait la polygamie. La polygamie, elle est interdite, par exemple, en France. Parce que c'est considéré comme... ça dérogerait aux bonnes mœurs. L'inceste, pareil, etc. L'article 9... Celui-là, je ne l'ai pas.
Ah si. L'article 9, donc c'est sur la vie privée. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Donc c'est une valeur constitutionnelle, car elle se réfère à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, c'est un article qui est assez compliqué à interpréter pour les personnes publiques. C'est toujours ce qu'on voit, c'est-à-dire que les hommes politiques, les stars, machin, etc., les chanteurs, les acteurs, disent « je veux le respect de ma vie privée ». Mais leur fonction officielle est une fonction publique. Donc du coup, et c'était la question qui s'était un peu posée pour François Hollande quand il a divorcé, il a divorcé, il n'était même pas marié d'ailleurs, quand il s'est séparé donc, de la compagne avec qui il était quand il était élu, qui était Valérie Trierweiler, et qui s'est mise avec l'actrice Julie Gagné, où on le voyait en photo avec son casque là sur son scooter, etc. Bon, il y avait des problèmes en plus de sécurité, c'était ça. Enfin, le principal problème, il était là, c'est qu'il était un président de la République en exercice et que bon, il était sur un scooter avec juste 2 gardes du corps, ce qui normalement n'arrive jamais. Mais bon, l'appel de l'amour, dirons-nous, était plus fort. Et donc voilà. Et donc du coup, très compliqué pour un président de la République en exercice de voir est-ce qu'il a le droit à une vie privée en fait pendant l'exercice de son pouvoir. Voilà, la question peut se poser. L'article 544, par exemple, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'elle n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, en gros, ça, c'est donc le droit de la propriété, et le droit de la propriété est un principe énoncé comme inviolable et sacré par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il est absolu, le propriétaire use de la chose comme il l'entend, sous réserve des interventions du législateur. Par exemple, l'article 545 en particulier précise que la propriété privée devait céder devant l'utilité publique. Alors c'est dans quel... C'est quand, par exemple, on veut faire construire, on a des projets d'urbanisme. Voilà, ou une ligne de TGV. Donc du coup, en fait, vous êtes propriétaire de vos terres, vous êtes propriétaire de votre maison, et on vous exproprie parce qu'on considère que l'utilité publique l'emporte. Alors, le problème principal, c'est qu'en plus, on vous exproprie, et généralement, on vous exproprie pas, on vous indemnise pas du tout au prix en vigueur à ce moment-là. Donc, autre exemple, à peu près le même d'ailleurs, quand vous achetez, vous allez voir que, notamment si vous achetez un appartement ou un cabinet, justement, dans des centres-villes, je parle, donc plutôt dans des gros centres-villes, il y a toujours un droit de préemption de la mairie, qui existe aussi quand vous achetez un terrain d'ailleurs, hein, je veux dire. C'est-à-dire que, et notamment je parle plutôt par les cabinets, parce que les cabinets, normalement les lois d'accessibilité sont censées être en rez-de-chaussée, du coup, et du coup la mairie a 2 mois pour dire si elle préempte ou pas le bien que vous voulez acheter. C'est-à-dire que le vendeur vous vendra vous allez acheter au vendeur, vous avez signé un compromis de vente. À partir du moment où vous avez signé un compromis de vente, normalement il y a tout un délai pour obtenir les prêts bancaires, etc. La mairie a le droit de dire mais en fait non, c'est pas lui qui va acheter, c'est nous qui achetons. Elle a le droit de choisir son prix en plus. Donc, alors après elle peut pas faire n'importe quoi, mais elle n'est pas obligée d'acheter au prix et elle préempte le bien. C'est-à-dire que du coup vous n'achèterez jamais vos locaux parce que c'est la mairie qui aura décidé que pour le bon usage de la collectivité, elle avait besoin de ses locaux pour faire un commerce, pour faire un machin, etc. Et donc du coup, vous ne pouvez pas, elle préempte. Et donc du coup, c'est normalement, soit elle doit envoyer un document au notaire pour dire on ne préempte pas, soit sinon, au bout de 2 mois, si elle n'a pas préempté, c'est bon, vous pouvez acheter. D'où aussi la durée légale entre la signature d'un compromis de vente et la signature d'un acte authentique après, qui est au grand minimum de 2 mois. C'est très incompressible parce que c'est très rare que les mairies répondent en fait, sauf quand elles préemptent. Donc voilà, donc ça c'était un autre exemple. Voilà. Alors, il est perpétuel, mis à part en cas d'abandon ou de perte. Le droit de propriété sur les immeubles ne s'éteint jamais, la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est situé devenant propriétaire des immeubles abandonnés. Il y a toujours un propriétaire. C'est-à-dire que si un immeuble est considéré comme abandonné, alors ça après je connais pas vraiment les règles juridiques pour savoir, c'est du coup la commune sur laquelle l'immeuble est qui est propriétaire de cet immeuble. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'article 1103 sur les contrats, c'est que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Donc le principe est donc la liberté contractuelle, tant en ce qui concerne le contenu du contrat que la personne, le co-contractant. Donc du coup, voilà, si vous signez un contrat, ça a valeur de loi. Et l'article donc 1240 sur la responsabilité civile délictuelle, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure et qu'on appellera la responsabilité civile délictuelle, c'est-à-dire que si c'est un principe selon lequel toute faute génératrice d'un dommage entraîne donc sa réparation par responsabilité de l'auteur. Ok ? Alors, la responsabilité civile, du coup, on y vient. C'est-à-dire qu'on a vu ce qu'était le droit civil. Ce droit civil est regroupé en un code qui s'appelle le code civil, dans lequel il y a tous les articles de loi. Et donc, du coup, bon, vous imaginez bien qu'il grossit de plus en plus. Et donc, du coup, on en vient à ce qu'on appelle la responsabilité civile. Parce que, alors, pour revenir juste sur les énoncés des cours, en fait, le problème, c'est que dans le programme, ils ont tout dispatché. Moi, quand j'ai fait le cours, j'ai voulu tout regrouper. C'est-à-dire que les responsabilités, par exemple, sont d'un côté, et puis 8 heures après, il y aurait les codes, en fait, ce qui est complètement illogique. Donc voilà, c'est tout un gros bloc, mais dans ce gros bloc, il y a l'intégralité des cours, à part ce qu'on fera à côté après. Donc la responsabilité civile est un domaine du droit, donc dans les traditions du droit romano-germanique, visant à réparer le non-respect d'une obligation envers autrui. Plus précisément, la responsabilité civile est l'obligation de réparer le non-respect d'une obligation initiale. La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale. Donc on verra tout à l'heure le droit pénal et donc du coup la responsabilité pénale. Dans le premier cas, dans la responsabilité civile, l'objectif est d'indemniser un dommage, tandis que dans le second, donc la responsabilité pénale qu'on verra tout à l'heure, il s'agira donc de répondre face à l'état de la violation d'une loi pénale, menant généralement soit à une amende, soit à l'emprisonnement. Le droit pénal, c'est aussi les amendes, c'est-à-dire que quand vous êtes mal stationné, ou que vous n'avez pas payé votre stationnement, vous avez une amende parce que vous avez enfreint la loi. Alors que la responsabilité civile, c'est le dédommagement. Et c'est pour ça que souvent, quand vous entendez dans des procès, il s'est porté partie civile, c'est que sur un procès pénal, pour obtenir des dédommagements, il faut vous porter partie civile pour avoir ce qu'on appelle des dommages et intérêts à la fin. Donc en gros, si vous voulez, civil c'est réparer, pénal c'est punir, en gros, pour faire la différence entre les deux. Donc si l'infraction pénale entraîne la responsabilité individuelle sans même qu'il y ait un dommage, par exemple, crier un feu rouge ou fumer du shit, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu vraiment de dommage. Vous pouvez griller un feu rouge et rentrer dans quelqu'un, là c'est encore autre chose. Mais sinon, vous grillez un feu rouge. Finalement, il n'y a pas eu un dommage derrière, mais malgré tout, vous avez enfreint la loi, donc il y aura une punition. Alors que dans la responsabilité civile, c'est la réparation. Donc il faut qu'il y ait un dommage initial pour qu'on puisse qu'il y ait quelque chose qui soit réparé. Ce dernier donc est en revanche une condition nécessaire à la responsabilité civile. Dans certains cas, tels le vol, les deux dommages s'accumulent et font l'objet de régimes distincts. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on aura fait le droit pénal. C'est-à-dire que si vous volez quelqu'un, vous aurez ce que je vous disais, à la fois l'État qui vous poursuivra parce que c'est interdit par les lois pénales et donc du coup on vous considère comme danger pour la société. Donc vous aurez un emprisonnement avec sursis ou quelque chose comme ça. Et à côté de ça, vous aurez à dédommager la personne que vous avez volée par des dommages et intérêts, parce que là, il y aura une procédure civile parallèle. Là. Donc, normalement, en responsabilité civile, une issue amiable du litige est préconisée. C'est-à-dire que si vous prenez un avocat,
Pas forcément d'ailleurs, il n'y a pas toujours besoin d'avocat. Mais si vous prenez un avocat, il va se rapprocher de la personne responsable de votre dommage ou de son assesseur, donc de son avocat. Et si le litige devient... et s'ils arrivent à se mettre d'accord, c'est bon. Sinon, le litige devient donc du coup un contentieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'issue amiable. Et donc du coup, là, il y a une action devant une juridiction compétente pour obtenir l'indemnisation du préjudice. Donc là, du coup, ça sera un tribunal civil. Alors, il y a des cas tout simples, par exemple, qui sont un peu du droit civil et où il n'y a même pas les avocats qui interviennent. C'est par exemple l'accident de voiture, le constat amiable. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez faire un constat amiable, les assurances entre elles vont dire il est responsable, ils sont co-responsables, machin, etc. Et donc, du coup, l'indemnisation aura lieu. Et alors, elle ne sera pas directement passée par vous parce que vous avez pris un assureur justement pour qu'il gère tout ça, mais on est purement dans le droit civil. Ok. Donc, la responsabilité civile se divise généralement en deux grands domaines. La responsabilité civile contractuelle. Elle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées d'un contrat. Ou la responsabilité civile délictuelle, qui est parfois appelée extra-contractuelle, c'est-à-dire qu'en dehors de toute relation contractuelle, l'obligation de réparation n'est donc plus d'origine contractuelle, mais d'origine légale. Donc, la réparation de préjudices divers, un dommage corporel, un préjudice matériel, un préjudice moral aussi, il y a de plus en plus donc, du coup, de préjudices moraux qui font appel à des dommages et intérêts, troubles du voisinage, accident de la circulation. Donc elle repose, on l'a vu tout à l'heure, sur l'article 1240 qui implique que pour qu'une personne puisse engager la responsabilité civile d'un tiers, elle doit démontrer l'existence de 3 conditions. Une faute, un dommage, donc le préjudice, et un lien de causalité entre les deux. Vous avez fait une faute, ça a créé un préjudice, et c'est cette faute qui a créé ce préjudice, il faut pouvoir le démontrer. C'est ces 3 conditions qui caractérisent, du coup, la faute civile, le problème civil, la responsabilité civile. Donc, par exemple, la mauvaise manipulation. Attendez, je suis allé trop vite. Bon, la mauvaise manipulation, donc, la mauvaise manip, on va dire que c'est une faute. Si elle engendre des douleurs, par exemple, persistance ou pas, ça va créer donc du coup un dommage pour votre patient. Si en revanche la douleur a disparu au bout d'1 heure, il n'y a plus de dommage, donc il n'y a plus de responsabilité civile engagée. D'accord ? Mais par contre, si la douleur devient persistante, en tout cas pendant quelques temps, la personne va pouvoir la faire caractériser par un médecin par exemple ou quoi, et donc du coup aura le droit d'entamer une procédure civile à votre encontre, en demandant des dommages et intérêts. Donc, pénalité financière, quelque chose de financier. Alors, je ne l'ai pas noté là, mais en fait, vous, quand vous allez pratiquer, vous serez dans l'obligation de prendre... Parce que là, actuellement, vous avez tous une responsabilité, c'est une assurance de responsabilité civile. Hein ? Ouais. Donc là, vous l'avez, pour l'instant, généralement, avec votre assureur du domicile, d'appartement. Vous êtes obligé, quand vous rentrez dans des locaux, que vous soyez locataire ou propriétaire, d'assurer votre appartement. Et généralement, il y a une assurance responsabilité civile qui est jointe à ce contrat. Dans le cas du cabinet, que vous soyez collaborateur ou titulaire, vous aurez la nécessité de prendre une responsabilité civile professionnelle, une assurance responsabilité RCP. Et si vous êtes propriétaire de vos locaux, généralement, ça va en même temps que le contrat d'assurance du local professionnel. Et généralement, en jeune diplômé, c'est vraiment pas cher, parce qu'ils essaient de vous attirer tous. Donc, il y a différents grades, mais en fait c'est plus qu'il y a la responsabilité civile professionnelle, c'est à peu près tous la même, mais dans certains contrats il y a la protection juridique en plus, c'est-à-dire qu'en plus s'il y a un problème avec un patient, vous avez les frais d'avocat qui sont pris en charge, et voilà.
Alors, on a vu donc le droit civil. Je sais pas si ça vaut la peine de commencer pour 3 minutes. Hein, mais... Non, on va pas commencer. Plutôt, est-ce qu'il y a des questions? Parce que bon, ça sert à rien que je commence la première ligne du droit pénal et... Des questions sur ce qu'on vient de faire ou ce qu'on a révisé, hein? Non, tout est clair et limpide dans vos têtes. Et de l'individualisme. Je vérifie quand même parce que... Ouais, c'est ça. J'ai quand même vérifié. Aucune question? Alors, ça, de toute façon, il faudra à la fin de la journée, on fera de toute façon des pauses, hein, je vous rassure, il faudra bien que vous le compreniez. Généralement, j'aime bien poser aussi des cas pratiques. Hein, pour que... Ah bah oui, mais bon, sinon ça sert à rien. Si je vous fais un cours... déjà que c'est un cours magistral assez lourd, si c'est pas pour que vous le mettiez en application, pour que vous compreniez... Après, bon, peut-être que si vous avez un pépin dans 10 ans, vous vous souviendrez plus. Hein. Et puis généralement, on prend quand même un avocat. Mais en tout cas, ça vous dira quelque chose, en fait, vous voyez, de comprendre pour vous les voies possibles, mais même dans votre vie de tous les jours. Je parle même pas qu'en tant que professionnel. Hein, de la différence entre une procédure civile, une procédure pénale, une procédure administrative, etc. Parce que finalement, vous serez amené, et dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, à être amené à côtoyer les 3 domaines, en fait. D'accord? Mais c'est facile, hein. Généralement, vraiment, c'est très facile. C'est pas juste... expliquez-moi ce cas, je pose des questions très précises. Quel tribunal est compétent? On va aller voir après, quoi. Donc, ok? Donc on se dit à 13h. Alors, physique, c'est vous, c'est moi. Et personne morale, c'est... C'est une société en fait. Alors, une société, une association, oui, voilà, c'est ça. À qui on donne quand même un nom, comme vous avez... Alors, par exemple, si vous créez une SCI pour acheter vos locaux, une SCI, il faut être au minimum 2. Donc, il y aura vous et soit un de vos collègues, soit votre enfant, votre mari, ce que vous voulez. Là, ça devient, je sais pas, vous allez l'appeler la SCI Tartampion. Donc, elle aura un nom, etc. Et cette société, donc cette personne morale qui est la société, est composée de 2 personnes physiques qui seraient vous et votre enfant. Ouais. Mais du coup, la personne morale a quand même, du coup, doit répondre aussi. C'est-à-dire que votre SCI peut être attaqué, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Peut attaquer... Non, alors pas la SCI. Justement, c'est ça aussi le. Par exemple, vous achetez en nom propre votre cabinet. Du coup, il rentre dans votre patrimoine personnel. Et vous, donc, votre personnalité physique, là pour le coup, personne physique, donc du coup, est mise en cause par votre patient. Si vous avez acheté à votre nom propre et qu'il y a un procès et que vous devez beaucoup d'argent à votre patient, le juge devra dire vous vendez votre cabinet pour payer la personne. Si vous avez créé une SCI, c'est dissocié et donc du coup, vous êtes protégé. Voilà. Il y a ça et le divorce. Ok, d'accord. Du coup, c'est comme... C'est indépendant de nous, au final, ça nous appartient. C'est indépendant, mais par contre, vous, si vous êtes gérant de votre SCI, vous pouvez, si par contre la SCI, je sais pas moi, le local a un souci dans la copropriété, etc., génère des trucs, votre SCI a une personnalité, mais vous, en tant que gérant, vous avez quand même aussi des responsabilités. Mais pas toutes les responsabilités, la SCI en prend aussi. D'accord, ok. Ok, c'est bon. D'accord ? Merci. Et vous devez faire, par exemple, une déclaration distincte, la SCI, déclaration des impôts. Oui, c'est
Même, alors c'est deux choses différentes, même si par contre la SCI va dégager, par exemple, vous êtes locataire de votre pro, vous êtes locataire de votre local de SCI. Vous allez payer un loyer à votre SCI. Et ce qu'on fait, c'est que généralement, si vous avez fait un emprunt, vous avez donc les intérêts d'emprunt d'un côté et l'amortissement dans votre emprunt, et vous avez votre loyer. Donc du coup, les revenus de la SCI, ça sera votre loyer moins les intérêts d'emprunt que vous avez le droit de déduire dans le SCI. Donc par exemple, si vous louez 1000 euros et vous avez 400 ou 600 euros d'intérêt d'emprunt. Vous faites 1000 moins 600, 400 fois 12 dans l'année, ça fait 4008. Donc 4800 de revenus pour votre SCI. Donc vous allez faire une déclaration particulière, mais par contre, vous, on va dire que vous avez la moitié des parts de votre SCI. Vous devez, donc 4800 plus divise 2, 2004. Dans votre déclaration de revenus, vous devrez mettre que vous avez 2400 euros de revenus personnels, parce que votre SCI, en fait, comme c'est une personne morale, c'est comme si elle vous reversait ça. Voilà. Mais il y a quand même une personnalité juridique à part, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ok, D'accord ? ouais, merci. À tout à l'heure. Bon, on laisse tout comme ça, non ? T'as fini il y a longtemps? Là, à l'instant, mais parce que je n'ai pas fait de pause, du coup j'aurais dit soit je vous libère à moins 10, soit on fait une pause.